Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Yes Weekend, oui, nous pouvons remporter la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le leitmotiv, le slogan, le titre de cette émission que vous pourrez suivre tous les jours de la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter dans quelques jours, le 17 de ce mois, avec la participation, vous le savez, de la sélection algérienne qui a pour ambition d'aller le plus loin possible. On n'ose pas dire remporter cette Coupe d'Afrique, mais on l'espère au fond de nous fortement. Cette sélection qui se prépare avec notamment ce match amical hier face à la Tunisie. On va en parler dans cette émission. On va parler également des adversaires de l'équipe, les grands absents de cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce très disputée avec deux groupes assez faciles, on va dire, et deux groupes plutôt compliqués. On a l'habitude de dire groupe de la mort, cette fois-ci on a deux, une Coupe d'Afrique assez déséquilibrée. Avec moi dans Yes Weekend, et ils seront là durant toute cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vais commencer par ma droite. Djamel Rachdi, qui ne me quitte plus. Je pense même que vous avez dû trouver un petit deux pièces ici à Dzea TV. Il y a un petit feeling. Merci d'être là ce soir. Merci, bonsoir. À côté de vous, Rafik Habib du journal Compétition est à côté de vous. Bonsoir Rafik, merci d'être avec nous sur Yes Weekend. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être En face de vous, il représente la rédaction de Dzaïr. Mon ami Amin Tirman est là et il sera là tous les jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir Riyad, bonsoir tout le monde. Et on va faire un gros plan sur celui qui nous fait l'honneur. Il a été là pour la première de Dzaïr Rio. Il revient pour Yes Weekend. J'avais l'habitude de dire capitaine emblématique. Il l'est peut-être encore un peu. Le titre, c'est manager général de l'équipe nationale, mais c'est toujours pour nous le capitaine emblématique de la sélection. Yazid Mansouri est avec nous. Merci d'être l'invité de Yes Weekend ce soir. Avec plaisir. Bonsoir à tous. On va commencer avec vous, Yazid, avec cette nouvelle aventure, cette nouvelle mission que vous avez. On en parlait même il y a quelques mois, vous et moi. Vous ne saviez pas exactement ce que vous alliez faire, mais vous saviez que vous alliez faire votre retour en sélection. Cette reconversion entre le terrain et en dehors du terrain, ça s'est fait comment et comment vous le vivez? Moi, ça s'est fait de manière très naturelle. Donc, je t'en avais parlé un petit peu en off, entre nous, en toute amitié. Et il s'avère que ça s'est concrétisé et de belle manière parce que c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle corde à mon arc, si je puis dire ainsi. Et c'est une belle aventure parce que la chose positive pour moi, c'est de rester dans le milieu du football. Et encore plus positif, c'est au sein de l'équipe nationale. Donc ça, c'est une belle reconnaissance pour moi. Et j'essaie d'avancer et d'apporter ma pierre à l'édifice. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Qui a fait le choix? Je pense que le président de la fédération, avec qui vous avez discuté, qui a pensé à ça. Il y a aussi ce coach, le nouveau coach qui est là, Christian Gourcuff, qui vous connaît bien, que vous connaissez bien. Il a déjà parlé de vous lors de sa première sortie médiatique. Ça aide aussi le fait de travailler avec quelqu'un avec qui on a travaillé de longues années? C'est toujours plus facile. C'est clair que déjà entre le coach et moi-même, on a un climat de confiance qui s'est installé depuis un long moment parce que j'ai évolué pendant quand même 4 saisons au sein du FC Lorient. J'en étais même de temps en temps le vice-capitaine, donc on avait des échanges assez réguliers. Et puis le feeling était de qualité entre lui et moi. Et puis en ce qui concerne le président, c'était pour lui un peu dans l'air du temps, on va dire. Et puis, puis ça s'est concrétisé quand Gourcuff a été mis en place pour diriger cette équipe nationale. Quel sentiment tu as, disons, cette pression que tu vis, que tu as vécue sur le terrain en tant que capitaine, emblématique même. Et maintenant, tu es de l'autre côté de la barrière. Quel sentiment tu as quand tu vis un match sur le terrain et en dehors? C'est marrant que vous me posiez cette question parce que pas plus tard qu'hier, j'ai échangé à ce sujet-là avec le coach. Je lui disais que ce n'était pas la même pression qu'on avait en tant qu'entraîneur ou co-entraîneur que joueur. C'est très nerveux, c'est une pression complètement différente. Et voilà, j'apprends tous les jours au quotidien à ses côtés. Et puis j'essaie de gérer ça au mieux. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce rôle de manager général? Est-ce que
Est-ce que vous avez affaire directement au coach? Est-ce que vous êtes la courroie de transmission entre Oui, les joueurs et le coach? Oui, tout à fait. Quelles sont les tâches exactement? En fait, mon rôle est très simple et c'est un rôle que j'apprécie particulièrement. En fait, je fais le relais entre les joueurs et le coach et même aussi au niveau de tout ce qui est préparatif. Donc, je fais le lien quand les joueurs ont besoin d'éléments. Donc, c'est moi qui m'en charge. Et puis, bon, j'ai aussi une partie technique aussi parce que je me retrouve aussi également sur le terrain. Donc, de temps en temps, il m'arrive de gérer des ateliers quand il y a des groupes bien distincts. Donc, j'ai une tâche bien définie. Et puis, bon, ça se passe pas trop mal. Et je vais aussi au contact des joueurs pour... s'ils ont les tout nouveaux? Tout à fait, ouais, je vais à leur contact pour les mettre à l'aise, pour les mettre dans de bonnes conditions. Et puis les joueurs aussi, entre guillemets, ont des petits caprices d'entraînement. Ils aiment bien avoir des exercices en particulier. Donc moi, je fais le retour au coach pour qu'on essaie d'instaurer des exercices qu'ils apprécient, qu'ils affectionnent. Vous arrivez de vous concerter sur le plan technique avec le coach? Oui, tout à fait, oui, oui. Et puis bon, moi j'ai le ressenti des joueurs, donc moi je lui fais le lien et vice-versa. Donc on communique et puis bon, c'est important le dialogue pour avancer et puis pour atteindre des objectifs bien précis. À part Majid, tous les joueurs sont d'une nouvelle génération. Ouais. Pas la génération 2009, la génération que tout le monde appelle la génération Omdurman. Est-ce que, malgré le fait que ce sont des joueurs avec lesquels vous n'avez pas joué, il y a ce feeling qu'il y a entre vous et eux? Ils savent que Yaz, c'était le capitaine emblématique. Il a fait les CAN, il a fait la grande épopée, il a vécu les adversités, les succès. Est-ce que ça aide le coach Gourcuff et ça l'a aidé à s'adapter le plus vite avec cette équipe? Tout à fait. De toute manière, quand il est arrivé ici, il m'a demandé d'être à ses côtés. Donc c'était, entre guillemets, une de ses envies. Et il en a fait part au président et le président a naturellement accepté. Lui, il voulait un point de repère pour pouvoir se situer, se sentir bien dans sa nouvelle mission. Et de ce fait, ça s'est fait voilà, de fil en aiguille. On a commencé le travail d'un commun accord et ça s'est bien dégoupillé. Et en ce qui concerne les joueurs, le contact est facile parce que bon, je suis la parfaite transition, je suis d'une génération qui vient d'arrêter. Eux, ils sont tout jeunes, donc je pense être le bon relais pour eux. Et ils ont plus de facilité à venir me voir que d'aller voir peut-être une personne un peu plus avancée dans l'âge. Donc après, c'est... Ouais, vous avez sûrement un plan de carrière dans la tête. Est-ce que justement la carrière d'entraîneur vous tente à l'avenir? Au début, je mettais un petit bémol à cette carrière d'entraîneur. Maintenant que je côtoie le coach au quotidien, je le regarde, je le vois faire. Je me pose des questions. Donc pour l'instant, j'apprends encore mon métier, je découvre, j'écoute, j'apprends et on verra ce que nous réservera le futur. On doit apprendre beaucoup de choses avec Gourcuff. Tout à fait, oui. Justement, le coach Gourcuff qui a insisté pour que vous soyez à ses côtés, vous le connaissiez déjà avant et il a très souvent dit que vous avez été un peu précieux lors de son adaptation, lors de ses débuts en équipe nationale. Est-ce que ça a dépassé le cadre technique en parlant de l'adaptation, en quoi il a vraiment compté sur vous? Sur plein de paramètres. Donc je lui ai fait un topo global sur le fonctionnement un peu de la fédération, le fonctionnement de l'Afrique aussi en général, parce que bon, c'est vrai qu'il arrive en terre inconnue, hein, donc il découvrait. Donc il y avait plein de paramètres auxquels il fallait le rassurer, enfin le rassurer entre guillemets. Mais voilà, lui, c'est le challenge vraiment l'excitait. Hein. Il avait vraiment envie de découvrir autre chose. Et le joueur algérien, enfin la qualité des joueurs que l'on possède actuellement correspond tout à fait au profil de jeu qu'il prône. Donc il a fait sans hésiter. Alors Yazid, l'équipe, après son retour de Tunisie, a eu un break. Je crois qu'après le déjeuner d'hier, c'était relâche pour tout le monde. Il fallait que tout le monde décompresse avant la Coupe d'Afrique des Nations. Retour à Sidi Moussa aujourd'hui 15h, entraînement. Madi Haddad va nous montrer quelques images de l'entraînement de cet après-midi. Comment ça s'est passé? Il y a eu quelques absents dans le groupe, mais en gros, la reprise s'est bien passée. Oui, très bien. Bon, comme tu viens de le dire, on a eu 24 heures de relâche pour l'ensemble du groupe. Ça fait du bien. Après un stage qui a été assez lourd en termes de travail,
Il y a eu quand même du bi-quotidien, et en général, le bi-quotidien à cette époque de l'année, c'est rarissime. Mais bon, on est obligé de fonctionner ainsi, car il faut régler et peaufiner les automatismes. Donc là, ils ont vraiment coupé pendant 24 heures, ils sont allés un peu dans leur famille, manger un peu à l'extérieur, voir autre chose. Et on a récupéré tout le monde cet après-midi pour redémarrer une bonne séance, une bonne heure et demie d'entraînement, avec l'ossature, mis à part 1 ou 2 joueurs qui sont encore en délicatesse avec leur mollet ou quadriceps. En parlant de délicatesse, justement, avant de parler du match de la Tunisie, on va voir le sujet que nous a décrypté Amine Thierman dans quelques instants. Dans les images d'entraînement que nous avons filmées, je rappelle que DLTV a obtenu les coulisses de la sélection, c'est-à-dire que nous serons au plus près de vous. Ne vous gênez pas pour de temps en temps taper la caméra quand elle s'approche un petit peu trop près, mais on va essayer de vivre au plus près de vous en espérant, bien sûr, ne jamais vous déranger pour essayer de faire vivre aux Algériens justement la vie de l'équipe au quotidien, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de supporters en Guinée, hein, on le sait, c'est pas le Maroc, c'est très loin. Même le Brésil, il y avait beaucoup de supporters. Pardon, là, ce ne sera pas le cas. Donc, on va essayer d'être ce lien entre l'équipe et tous les supporters, et il y en a beaucoup, et vous les connaissez, qui adorent cette équipe. J'ai vu, par exemple, une séquence d'entraînement à Tunis, de Krassa, je crois, où un joueur comme Ferrouli, pas qui boitillait, mais on sent un peu la fatigue. La phase aller était très lourde, hein, pour certains joueurs qui jouent beaucoup de matchs, comme lui à Valence par exemple. Le bi-quotidien, c'est pas un peu trop dur avant d'entamer une compétition comme la CAN? Comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est vrai qu'on est obligé de faire un peu du bi-quotidien. On n'en a pas fait beaucoup, on en a fait deux ou trois fois. Donc, mais on est obligé et c'était beaucoup à base de jeu, hein, c'était beaucoup de tactique, hein, c'était vraiment pour peaufiner les réglages, donc il n'y avait pas vraiment de grosses charges. Après, c'est vrai que dans la tête, c'est difficile de se mettre en route pour faire 2 entraînements. Mais maintenant, la charge est tombée, ils ont eu 24 heures, on les a récupérés très en forme tout à l'heure, il y a eu une belle séance, je pense que vous allez avoir les images, donc il y a eu de la qualité dans la séance, le coach a été très très content et très satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui. Coach content après l'entraînement. Après ce sujet, on va voir s'il était content après le match de la Tunisie. Tunisie-Algérie, le seul match amical, match d'application, match de préparation, on appelle ça comme on veut. Est-ce que le coach a tiré suffisamment d'enseignements de ce Tunisie-Algérie, de ce match Likens que vous avez connu contre Gourcuff? Cette analyse signée Amine Thierman. À quelques jours du début de la CAN 2015, l'équipe nationale devait jouer un match amical dans le but de peaufiner les derniers réglages. Christian Gourcuff était cependant dans l'obligation de se passer des services de 2 titulaires. Fawzi Roulam et Rafiq Halish ont déclaré forfait en raison de blessures. Ce match amical face à la Tunisie était censé donner une meilleure idée au staff technique des Verts pour connaître l'évolution de son équipe. Mais en plus des 2 défections en défense, l'arbitre Nouni Khaled fausse encore les calculs de Gourcuff en expulsant Kadamoro juste avant la mi-temps suite à une faute flagrante mais dont l'arbitre pouvait éviter le rouge étant donné que c'était en première mi-temps d'un match préparatif d'un grand tournoi. Lors de cette première mi-temps, l'attaque des Verts a inscrit un but, même si c'est venu d'un défenseur. Brahimi, Farouli, Slimani et Mahrez ont brillé quand même. Cependant, c'est en défense qu'on a senti des frayeurs. Les Tunisiens égalisent sur coup de pied arrêté juste après l'exclusion de Kadamoro. Mais alors qu'on croyait que le match allait être gâché par la décision de l'arbitre marocain, les Algériens et surtout Christian Gourcuff ont tiré quand même des enseignements de la deuxième mi-temps. Malgré les nombreux changements du coach, les Verts sont restés solides derrière. Mieux encore, à 10, l'équipe s'est montrée dangereuse et opportuniste. Mais la plus grande satisfaction est sans doute la solidarité et la sérénité du groupe, malgré quelques déchets au milieu dus peut-être à un excès de confiance de certains joueurs. Au final, l'on peut dire que l'Algérie a prouvé son potentiel de favori de la CAN, car malgré les conditions de jeu, les Verts ont tenu la dragée haute à une bonne équipe tunisienne. Voilà donc un but partout à Radès pour ce match amical Tunisie-Algérie. J'allais dire les 2 équipes sont satisfaites, pas de défaite.
Donc on part avec un moral assez positif avant d'entamer la compétition. Compétition, justement, c'est le mot que je cherchais. Le journal compétition qui avait titré « Gourcuff a fait une erreur tactique en seconde période. Non, pas Technique. Technique. En faisant rentrer Soudanis, c'est ça l'explication? En faisant 4 changements au lieu de 3. En fait, ce qui s'est passé, Finalement, c'est il n'y a pas eu de... on a eu une info à la mi-temps qui nous a dit qu'on pouvait repartir à 11. Comme c'était un match amical, qu'il n'y avait pas de problème. Et au final, il s'avère que l'arbitre, en arrivant sur le terrain, a refusé cette requête. Donc, on a dû s'adapter et puis faire machine arrière, tout Voilà, simplement. c'est tout. On a fait ressortir... S'adapter, c'est vraiment le mot, s'adapter, parce que Gourcuff ne s'attendait pas à jouer à 10 pendant une mi-temps. Fallait qu'il s'adapte. Alors, 2 questions en une, Yazid. Je pense que le match a été étudié, préparé à Alger, avant même de quitter Alger le 10, pour faire tourner l'équipe, avoir plusieurs physionomies d'équipe. Hein. On pensait même que Slimani n'allait pas être titulaire au début, Belfodil qu'on voit moins, mais bon, c'était son choix. Est-ce que la feuille de route de départ de Gourcuff a été gâchée par l'arbitre? Bah forcément, quand on joue à 10 contre 11, déjà, ça fausse les données. Donc, il y avait des changements qui étaient prévus qu'on n'a pas pu faire. Et puis, la physionomie du match fait que ça va changer. Donc, on est un de moins. Donc, forcément, ça change les données du match. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'adversité, on a su relever le défi. Et puis, on a tenu tête à cette équipe. Et puis, c'est un fait de match, ça peut arriver en Tout à fait. Donc, il faut s'adapter. Ce choix, justement, de faire autant de changements juste à l'entame de la deuxième mi-temps. Moi, c'était convenu comme ça, qu'on donne un peu de temps de jeu à chacun d'entre eux. Et puis, parce qu'on s'attendait à la rentrée plutôt de Majid Bouguera parce qu'il y avait la défection de Kadamoro, mais les autres, on s'est dit peut-être que l'entraîneur va encore donner un peu de temps de jeu à l'équipe type, quoi. Ouais. Il a voulu donner un petit peu de temps de jeu un peu à tout le monde pour voir, et puis bon, c'est plutôt intelligent, je trouve, parce que voilà, il faut savoir s'adapter à chaque situation. Si on a des défections à l'arrivée du tournoi, on sait qu'on pourra compter sur un tel ou un tel pour le jour J. À quelque chose malheureux, bon, l'expulsion de Kadamoro a servi à l'entraîneur de tirer d'autres enseignements. Tout à fait, ouais. C'est un mal pour un bien aussi. Le fait hein. de jouer diminuer, ça a été une bonne occasion pour lui pour aussi voir de voir le renforcement de la solidarité qu'il y a eu entre les joueurs. Et comme j'ai dit, tactiquement, on était bien. On avait deux belles lignes de 4 avec une pointe. Et puis bon, dans les courses, tout était cohérent. Tactiquement, les joueurs ont répondu présent. Ils ont tenu la partie. On a eu les meilleures occasions. Et on a eu même les meilleures occasions en deuxième temps. Le discours de Gourcuff, c'est moi, je ne m'occupe pas des adversaires, je m'occupe de mon équipe, je la renforce. Je préfère enchaîner les entraînements, préparer les différentes phases de jeu en entraînement que jouer des matchs amicaux. La Tunisie était un bon choix parce que c'est pas loin, le terrain est bon et c'est comme un peu aller à Annaba quoi, et revenir, c'est pas trop loin. Moi, je ne sais pas si vous pouvez me corriger. L'enseignement de la seconde période, c'est que on a quand même tenu bon au milieu de terrain. Et je parle au milieu de terrain récupérateur que vous étiez. On est resté quand même solide. On n'a pas beaucoup perdu de ballon. On a eu 3 occasions de but en seconde période alors qu'on était en infériorité numérique. C'est quand même une équipe solide, cette équipe algérienne, quand elle est dans l'adversité. Elle sait défendre, pas que attaquer. Ouais, on l'a prouvé encore pas plus tard que dimanche, donc il y a eu de bonnes choses. Il faut s'appuyer sur ça, il faut se dire qu'on est capable de faire des belles choses, même à amoindri. Donc c'est vraiment un point positif. Maintenant, je sais qu'à 11, on sera quand même meilleur, j'espère. Justement, vous êtes dans votre rôle, c'est d'être un peu plus proche des joueurs que le coach. Comment vous gérez les frustrations d'après-match? C'est-à-dire, je pense aux joueurs qui n'ont pas eu la chance de jouer. Je pense par exemple à Djabou. Oui, après, bon, on n'est pas là pour gérer les états d'âme des uns et des autres. On a tous le même objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette CAN, de bien figurer, de bien représenter le pays, le drapeau. Donc déjà, de faire partie des 23 meilleurs joueurs algériens, déjà, ça doit être un honneur. Après, qu'il y ait frustration, c'est tout à fait normal et légitime. Quand on est compétiteur, on a envie d'être sur le terrain, on a envie de jouer. Mais après, il faut pas s'arrêter là-dessus, il faut passer à autre chose. Tu as vécu ça en tant que joueur? Tout à fait, j'en ai été moi-même victime. Donc, sur le coup, on est énervé, le lendemain, on passe à autre chose. Mais
L'affaire prend l'exemple de Djabou, mais je te rejoins en disant que liste des 23 ne veut pas forcément dire être obligé d'être titulaire. Quand on va à la CAN, on est tous susceptibles de jouer. Djabou était un joker, il a fait un super mondial, il a marqué contre les Allemands, il a marqué l'histoire, il était là quand on avait besoin de lui. En fait, le rôle ou le discours que notamment toi tu dois avoir avec les joueurs qui ne sont pas dans le 11 de départ, parce que même le 11 peut changer, il y a des expulsions, il y a des blessures, ça peut arriver que le 11 change. Un joueur est susceptible de commencer un match en cours de jeu ou débuter le deuxième match de la CAN, finir la CAN. Donc tout le monde est concerné par la Coupe d'Afrique. Tout à fait. On est tous, comme je viens de le dire, dans le même bateau. On a tous le même objectif. Maintenant, il y a une belle histoire qui est celle de Kadamuro, qui était à la base, qui était réserviste. Il prend la place de Belkalem, il se retrouve là titulaire. Donc le foot, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc demain, tu peux être titulaire, le lendemain, être remplaçant. Et voilà, il faut savoir s'adapter. Puis quand on te donne ta chance, répondre présent. Lors de la dernière Coupe du Monde, c'est tous les joueurs qui ont joué sauf un. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a eu cette décompression. Il était tellement euphorique en marquant ce but, en se retrouvant là, qu'il a peut-être un petit peu... C'est pour dire aussi que lors d'un tournoi comme la CAN ou la Coupe du Monde, on aura besoin de tout le monde. C'est-à-dire, on a besoin de tout le monde. Tout le monde doit tirer dans le même sens pour faire le max pour l'équipe. Yazid, pour revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Liad, par rapport à, moi je l'appelle la solidarité du club, du groupe, on avait tendance à dire que cette équipe et ce groupe est très technique par rapport à votre époque, l'époque de Omdalma par exemple, qui était beaucoup plus solidaire, que sa force était plus sa solidarité et, que le côté technique. Mais ce match face à la Tunisie à 10, l'enseignement qu'on a tiré, c'est beaucoup plus cette solidarité qu'on a retrouvée chez l'équipe nationale. Mais comment est l'état d'esprit des joueurs? On sait que, comme au club, même en équipe nationale, après un succès, Coupe du Monde, 8e de finale, un beau match contre l'Allemagne, nous on l'appelle un succès. Et les éliminatoires, sans faute, malgré cette petite défaite contre le Mali qui ne comptait pas. Comment est l'état d'esprit des joueurs? Est-ce qu'il n'y a pas un excès de confiance? Est-ce que vous essayez de remarquer ce genre de truc chez les joueurs? Après un succès, on a tendance à perdre un peu l'état d'esprit de gagneur et de sérieux, de sérénité surtout. Déjà, je vais faire un petit retour en arrière. Il y avait un truc qui n'était pas évident à gérer, c'était la transition. C'est-à-dire, on a fait un mondial que tout le monde connaît, magnifique, et il a fallu réenchaîner de suite derrière. Donc ça, il faut leur tirer un gros coup de chapeau parce qu'ils l'ont super bien fait, ils l'ont bien géré. Ce qu'on n'a pas fait en 2010, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Donc cette transition a été magnifiquement gérée par les joueurs, parce que c'est eux qui ont même les acteurs. Et en plus, ils faisaient connaissance avec le nouveau coach, donc voilà, une nouvelle méthode, un nouveau plan de jeu, un nouveau système. Il n'a pas eu beaucoup de temps aussi. Le timing qui était très serré. Donc tout ça, les joueurs, ils en sont conscients. Et sur ça, franchement, il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'ils sont vite redescendus, parce qu'ils sont montés à un tel niveau que... Ils ont séduit le monde. Tout à fait, tout à fait. Ils sont montés à un tel niveau que voilà, il fallait vite redescendre et ça, ils l'ont bien géré. Alors, je vais continuer dans le même sens que Amine. On monte très haut, on revient sur Alger, défilé, bus, discours dithyrambique sur le site de la FIFA, sur plein de médias, notamment européens et français, où ont grandi et ont été formés la plupart des joueurs. On a tendance à avoir la grosse tête. Ces joueurs-là, ils l'ont prouvé en qualification. D'abord, le jeu a changé. L'équipe joue différemment, même si elle a fait un super mondial. On sent que, je ne sais pas si c'est la patte Gourcuff ou si certains joueurs se sont sentis libérés. J'ai discuté cet après-midi avec un des joueurs qui peut-être s'est le plus libéré, qu'on découvre, c'est Yassine Brahimi, qu'on retrouvera dans une interview exclusive dans le prochain numéro de Yes Weekend, qui a dit que j'ai vécu un magnifique mondial, j'ai vécu des moments extraordinaires, mais c'est vrai que maintenant je me sens libéré. Je joue mon football et je suis très heureux d'évoluer dans l'équipe dans laquelle je joue. Est-ce que Gourcuff a enfin compris comment faire jouer Brahimi? Est-ce que Gourcuff mise sur Brahimi dans sa philosophie de jeu? C'est lui qui la nomme comme ça. Si je te dis le contraire, ça serait mentir. C'est clair qu'il mise beaucoup sur ses joueurs. Non, ici, il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. C'est clair que
il mise beaucoup sur Yacine. C'est quand même un joueur de talent, de qualité. Il n'est plus à présenter, donc il le prouve chaque week-end avec son club. C'est pour ça que l'autre point fort du match amical, c'est qu'il n'y a pas de blessés, notamment Brahimi. Tout à Aucun fait. blessé. Ouais, ouais. C'est une belle victoire également, parce que de l'autre côté, on a quand même deux Tunisiens qui sont blessés musculairement. Donc, Qui ont même été remplacés par d'autres joueurs. tout à fait, Ouais, qui alhamdoulilah. seront forfaits pour la CAN. Mm. Donc nous, voilà, alhamdoulilah, on sort indemne de ce match. Pour en revenir à Yacine, c'est clair que il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part que voilà, c'est un talent brut et que il est en train d'exploser tous les compteurs et dans son club et avec nous. Donc on est content de l'avoir et on espère qu'il nous fera gagner encore et encore des matchs. Je vais faire un parallèle. Excuse-moi, Jamel, et je te donnerai la parole. Je vais faire un parallèle avec un autre joueur qu'on avait découvert à une certaine époque. Je ne sais pas si c'était face à l'Uruguay où j'avais commenté ce match. Et il venait de faire son apparition sur la pelouse du 5 juillet. Un talent pur, coupé net. Et je sais pas, devinez de qui je veux parler. C'est Morad Mourad Marni. Megni Morad Megni Marni, c'était vraiment on disait que c'était le futur Zidane. Et puis blessure sur blessure, et le pauvre il a fait la CAN et donc il n'a pas fait le mondial. Ouais. Est-ce que retrouver un joueur de ce talent avec Brahimi, c'est pas aussi avoir un peu de chance parce qu'on a cherché un 10 pendant quoi, une vingtaine d'années? Oui. C'est un peu de chance quand même. Ouais, c'est un bonheur complet hein, pour nous, pour le peuple algérien, pour nos yeux, pour le football, pour nos yeux. Ouais, C'est vrai que la roulette face à l'Éthiopie, moi je l'avais pas Ouais. vue depuis Ouais. Zinedine Zidane, je l'avais pas vu sur le Et terrain. pour en revenir à Mourad Megni, c'est vrai que malheureusement on reste sur notre fin, hein, parce qu'un talent brut, moi j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui et jouer derrière lui, donc un pur C'est un régal, régal. un pur régal, un pur régal. Il sent le foot, il respire le foot, il est Vous avez des clairvoyant. nouvelles? Il est dans le futsal maintenant? Il est dans le futsal avec son frère, ouais, il est dans le futsal avec son frère, donc je sais qu'il a repris une licence, donc en espérant que sa blessure Pour ne le soit plus plaisir. qu'un mauvais souvenir et qu'il réussisse à revenir à son niveau, même si ça va être compliqué. Riyad, c'est un profil qui n'existe pas, qui n'existe plus. Même en Europe, dans les plus grands clubs du monde, on ne retrouve plus les vrais numéros 10 qui ont cette patte technique, comme celle de Megni par exemple, comme celle qu'avait Zinedine Zidane par exemple, ou celle de Brahimi. On a des joueurs, des milieux de terrain, des meneurs de jeu, mais ce genre de meneur de jeu, ce genre de profil, on l'a pas, et ça tombe bien pour Christian Gourcuff qui misait beaucoup sur ce genre de profil. Ouais, c'est vrai, c'est un profil qui n'existe pas. Il y avait Pirlo qui joue encore à 35, 36 ans. Ouais, mais il joue plus reculé. lui. Il joue plus reculé. Ouais, c'est des profils à la Zidane, à la Hadji à l'époque, le Ouais. roumain. Mais ce style de joueur n'existe plus. Je t'ai promis la parole, 1 minute, après c'est la pub. Jamel. D'accord. Que Dieu préserve Brahimi et le reste de tous les joueurs pendant cette CAN et pour l'ensemble de leur carrière. Mais je voudrais savoir, est-ce que Christian Gourcuff a songé à jouer sans Brahimi? Une blessure, une expulsion, etc. Est-ce qu'il y a un plan B pour remplacer Oui, tout à fait. On a des joueurs qui sont capables de tenir ce rôle-là. On a ce qu'il faut. Il y a du talent dans l'équipe, on l'a dit, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a même de la profondeur de banc. Donc il y a l'embarras du choix. Il y a Djabou qui peut tenir ce rôle derrière l'attaquant. On a Fouet Kadir qui peut rentrer également à l'intérieur, au cœur du jeu. Donc il y a des solutions de repli. Donc on a des joueurs vraiment de gros calibre, de qualité. Et alhamdoulilah, tant mieux. Ça veut dire que. Il y a Alors, de quoi voilà faire. donc pour le turnover de Gourcuff, même s'il n'a pas beaucoup le choix, on va encore lui compliquer l'existence en parlant des adversaires. Alors, Mehdi Haddad me titille à l'oreille et ça gratouille, croyez-moi, on va passer à la pub et on revient pour la deuxième partie de Yes Weekend tout de suite. Retour sur le plateau de Yes Weekend pour la seconde et dernière partie de ce deuxième numéro avant, allez, à quelques encablures du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec nous comme invité ce soir et il nous fait l'honneur et le plaisir et j'espère que comme pour la Coupe du Monde, il va porter chance à la sélection et Yazid Mansouré est avec nous. On va revenir sur la reprise. Généralement en club, après le match de championnat, c'est toujours très difficile la reprise. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, même s'il y avait l'absence de quelques jours. On avait des images surprenantes
les images de Mohamed Meliani, que vous pouvez d'ailleurs appeler Chouka, hein, vous pouvez le dire à toute l'équipe, ça lui fait plaisir. On l'appelle Chouka ou Monsieur Selfie, hein, parce qu'il prend des selfies partout, sous sa douche, au réveil, dans la voiture. Alors, il va en prendre avec tous les joueurs. Il va en prendre avec tous les joueurs. Mohamed Meliani, on a vu notamment le gardien Zemamouche qui a pas fait l'entraînement et qui est parti. Il souffrait de blessures. Oui, il a un problème depuis 3-4 jours à un mollet, donc on s'est réunis tous ensemble avec le docteur pour faire un point médical, pour voir un peu l'évolution. Donc on a encore un petit délai pour voir un peu comment ça va se profiler dans les prochains jours. Donc pas de décision du médecin définitive, mais grosse inquiétude pour Zema quand même, qui peut-être pourrait ne pas partir en Coupe d'Afrique. Oui, tout à fait. On attend encore les derniers résultats des examens passés. On attend le retour du docteur pour en savoir plus sur l'exactitude de la blessure. Les images sont assez révélatrices. Il est en train de serrer la main à tout le monde. Et il part, il a l'air dépité, je pense. Enfin, nous avons eu l'information qu'il ne sera pas du voyage. Il rentre en soin, là. C'est pour ça qu'il nous fait une tape amicale. Il rentre faire des soins. Il retourne. En fait, il a peur des piqûres et tout le monde l'encourage. Ouais, ça va bien se passer. Ouais. Beaucoup d'émotions en plus, hein, avant de faire... Non, mais Zema fait partie des meubles, hein, oui, bien sûr. En équipe nationale. Ce serait dommage qu'il ne soit pas de la partie, ce serait vraiment dommage. Nous, on adore spéculer, je ne vous poserai pas la question à vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Si vous voulez répondre, le micro est ouvert. Si jamais, messieurs Zema, non, parce que nous avons eu une information ne peut pas jouer, vous voyez qui dans la tête vous voyez qui dans la tête de Gourcuff, hein, parce qu'on va pas mettre Yazid dans l'embarras. C'est facile, il y a un gardien qui est réserviste, c'est Cédric. Donc c'est lui qui sera rappelé, c'est tout. On a la chance que ça s'est passé quelques jours avant la CAN, donc on a encore le temps on a encore le droit de changer un joueur pour blessure. Même durant la compétition, on a le droit. Oui, hein. mais là, c'est plus... donc, ça sera Cédric, c'est clair. Je pense même qu'il a été contacté. Voilà pour ces spéculations pas confirmées par Yazid. En moi, pour qu'il se mette en... Je ne le mets pas dans la gêne. On va maintenant, avant de parler de l'effectif et du 11, moi j'aime bien dire 11 de départ, ça me rappelle le 5 de départ de la NBA, mais c'est l'équipe type qui va commencer la Coupe d'Afrique. Face à qui? Ce sujet donc sur les adversaires de l'équipe nationale. On regarde et on revient tout de suite après. Et ça sera l'Algérie, mesdames, messieurs. Certains diront que c'est le groupe de la mort. D'autres plus réalistes iront jusqu'à penser que la poule est idéale pour mériter un sacre africain. Le tirage au sort de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas épargné la sélection algérienne. Elle devra désormais cohabiter dans la poule C avec le Ghana, l'Afrique du Sud, mais aussi le Sénégal. Cela ressemble à un premier tour, mais sur papier. La réalité sur le terrain sera certainement tout autre. Les rencontres s'apparentent à des finales. Et pour réserver une place au prochain tour, la victoire face à l'Afrique du Sud en ouverture de ce groupe devient plus que primordiale. Même si les Algériens gardent l'amertume de leur élimination en quart de finale de la CAN de 1996 par les Bafana Bafana et le match nul concédé au premier tour lors de l'édition 2000 organisée conjointement entre le Ghana et le Nigeria, les Algériens doivent à présent mettre aux oubliettes ce passé douloureux du football algérien. Il est temps pour l'Algérie d'imposer sa suprématie. Le Ghana, ou si vous voulez les Brésiliens de l'Afrique, vainqueur en 1982 et quart de finaliste lors du mondial de 2010, est incontestablement un sérieux client pour l'Algérie. Il faut remonter dans le temps pour voir la dernière victoire de l'Algérie sur le Ghana, lors de la phase finale qu'a organisée la Côte d'Ivoire en 1984. Les Black Stars, quadruple vainqueurs du trophée, lassés de jouer les seconds rôles, se veulent plus mordants lors de cette édition. Comment clôturer ce premier tour sans affronter le Sénégal? Les Lions de la Teranga, qui ont perdu leur poil au fil des éditions et peinent à s'acclimater avec les savanes africaines. Et quand un Fennec passe par là, les Lions de la Teranga auront certainement une réaction. Eux qui n'ont jamais décroché de Coupe d'Afrique. La guerre des territoires est assurée et seul le plus puissant résistera. Une fois le premier tour consumé, et si la qualification est assurée pour l'Algérie, le second tour risque d'être plus compliqué.
Christian Gourcuff devra user de son ingéniosité et de son intelligence et Yassine Brahimi de son talent pour mettre à terre l'une des 4 équipes parachutées dans le groupe D. La donne se complique en présence du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de grosses nations qui peuvent à eux seuls faire trembler tout un continent. Mais avant de se projeter en quart de finale, on doit tout d'abord passer l'écueil du premier tour. L'Algérie, de par son statut de 8e de finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui atteint par la même occasion sa vitesse de croisière, doit éviter de se faire écorcher le visage et imposer le respect des autres nations. Les Algériens iront-ils au bout de leurs rêves? Seuls les jours nous le diront. Le 8 février peut amorcer un nouveau départ pour le football algérien. Voilà donc ce sujet signé Mohamed Aberkan sur le groupe de l'Algérie, Mohamed Aberkan, qui est revenu de Tunisie justement, et qui a regardé cette équipe, comment elle s'est comportée brillamment, il faut le dire. Après cette analyse, on l'a faite malgré les embûches, malgré le très professionnel arbitre marocain qui, on vient de l'apprendre, n'a pas voulu faire rejouer à 11 et à 10. Alors, Afrique du Sud, Ghana et Sénégal. Dans cet ordre, j'avais posé à votre coach, qui était à votre place il y a quelques semaines, la même question. Est-ce que, d'abord, l'ordre est important? Et est-ce que commencer par l'Afrique du Sud, avec tout le respect qu'on a pour les Bafana, c'est peut-être pas la meilleure façon de débuter la CAN, parce qu'après, ça devient de plus en plus compliqué? Ou alors, toutes les équipes se valent à ce niveau-là? À ce niveau de la compétition, je pense qu'il n'y a que des grosses équipes dans ce CAN. Et je pense que cette CAN va être très relevée, parce que on peut voir que les groupes vont être très disputés. Et peu importe l'ordre, quoi qu'il arrive, il faudra les jouer ces matchs. Donc, on commence par l'Afrique du Sud, le Ghana. L'ordre ne compte pas. J'ai regardé encore pas plus tard que cet après-midi un match amical qu'a disputé l'Afrique du Sud contre le Cameroun. Je vais vous dire que c'est pas mal du tout. Donc, voilà. Bon, une rencontre sanctionnée par un nul d'ailleurs. Tout à fait, un partout. Mais est-ce que, c'est-à-dire que rencontrer l'Afrique du Sud, qui fait un peu figure d'équipe la moins forte, un petit peu par rapport au Ghana, serait quand même une bonne chose, parce que peut-être que leur football, leur manière de jouer peut être exploitée par les Algériens. Voilà, là où il ne faut pas tomber dans le piège justement de sous-estimer l'adversaire et de se surestimer. Donc il ne faut pas excéder en confiance, parce que ça serait le piège. Donc il faut prendre match par match de toute manière, quoi qu'il arrive. Et il faut se focaliser sur nous. Le plus important, c'est nous-mêmes. Après, l'Afrique du Sud, ça reste quand même c'est plus ce que c'était, mais ils reviennent sur le devant de la scène. Donc il va falloir bien manœuvrer face à cette équipe. Yazid, est-ce qu'il faut jouer les 3 équipes, Afrique du Sud, Ghana, Sénégal? Tout dépend du sort des 2 premiers matchs. Je veux dire, si on fait un sans faute, 6 points en 2 matchs, on peut peut-être faire tourner l'équipe face au Sénégal. Je ne sais pas, c'est des supputations, tout ça. Mais est-ce que tous les adversaires se joueront avec l'équipe type, l'équipe qu'aura choisi Gourcuff? Gourcuff dit, moi je joue avec mes forces, peu importe l'adversaire. Est-ce que ça veut dire que l'équipe qu'il a dans sa tête, c'est l'équipe qu'il alignera? Est-ce que c'est comme ça qu'il fonctionne? Déjà, lui, il a un schéma de jeu et il s'y tient. Donc, c'est le 4-4-2, il n'y a pas de surprise. Donc, le joueur qui doit intégrer, il sait à quoi s'en tenir, il sait quoi faire. Après, il y a plein de paramètres, il y a plein de circonstances qui font que il peut y avoir des modifications, il peut y avoir des turnovers, on ne sait pas. Donc, il faut s'adapter à l'instant T, quoi. Donc, mais voilà, il faudra faire avec nos forces, ça c'est une certitude. On a des arguments à faire valoir, donc à nous de bien faire. Justement, à quelques jours du début de cette CAN, sincèrement, qu'est-ce qui dérange encore dans notre équipe? Qu'est-ce qui dérange? C'est-à-dire le compartiment, les inquiétudes. Les inquiétudes de... Non, il n'y a rien de particulier, non. On a fini le plus gros de la préparation. Les joueurs se sentent bien, ça c'est le plus important. Donc, mis à part 1 ou 2 cas où on a encore des incertitudes au niveau des blessures, la majorité du groupe se porte bien, vit bien ensemble, ça c'est important. Donc le vestiaire, comme on dit dans le milieu,
respirent bien. Et voilà, c'est l'essentiel. Maintenant, on verra le jour J. Est-ce que le fait, on a vu le match contre la Tunisie, il y a eu quand même un peu de déchets, il y a eu des balles perdues au milieu du terrain, ça a dû faire grogner un petit peu Gourcuff, je pense. Oui, tout à fait, oui. Surtout qu'il est très perfectionniste à ce niveau-là. Et on répète beaucoup le travail de passe à l'entraînement. Donc c'est un thème qu'il affectionne tout particulièrement. Et c'est vrai que sur ce match, on a eu beaucoup de déchets. Après, comment l'expliquer? Peut-être que la charge de travail a fait que les joueurs étaient moins lucides, donc beaucoup de pertes de balles, les jambes un petit peu lourdes. Donc voilà, mais faut pas. Un peu de dilettantisme peut-être, non? Peut-être aussi, donc, mais moi je mettrais plus ça sur le compte de la fatigue, moi, sur la lucidité en ce qui concerne les joueurs. Maintenant, il y avait surtout des passes mal appuyées. Ouais, mal appuyées. Donc beaucoup de passes latérales, voilà, loupées. Raté, ouais. Bon, mais vaut mieux que ça arrive maintenant en match test que lors du tournoi. J'ai retenu 2 inquiétudes de votre coach en Afrique, l'arbitrage. Arbitrage, ouais. Et la qualité des pelouses, peur de blessures. Vous étiez au tirage au sort en Guinée pour le climat. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter le stade principal, même si ce n'est pas là où vous allez jouer? Est-ce que vous avez des informations sur la nouvelle pelouse qui a été installée? Elle était installée déjà sur le stade. Et sur les conditions d'hébergement, c'est-à-dire les meilleures conditions pour que l'équipe puisse s'exprimer le mieux possible, parce que j'avais rencontré en aparté Gourcuff avant l'émission, quelques semaines avant même le désistement du Maroc, et il me disait, moi je me prépare à toute éventualité. Il est flegmatique comme un vrai breton, donc il est droit dans ses bottes, il joue dans n'importe quelle condition, mais il aurait vraiment aimé jouer au Maroc pour des conditions climatiques qui sont proches des conditions algériennes et des pelouses qui sont en bon état, malgré certaines pelouses de Rabat. De Rabat. Est-ce que les conditions sont idoines pour que l'équipe puisse s'exprimer? Oui, malgré le timing qui était vraiment très serré, je pense que les Guinéens ont fait le maximum pour y remédier. Donc, comme vous venez de le dire, ils ont reçu des rouleaux d'Espagne, des pelouses toutes neuves qu'ils ont posées. Bon, sur les images, ça a l'air très, très, très beau. Ensuite, on verra. Il faut les fouler? Oui, il faut les fouler, il faut voir ce que ça donne. Et pour remonter un peu sur ce que tu disais, donc, quand je suis parti là-bas en repérage, moi, début décembre, j'y suis allé avec des membres de la fédération, on est allé en repérage. On peut les citer? Zef? Oui, tout à fait. Sadi, oui, voilà. Notre cuisinier qu'on salue, et le docteur vétérinaire. Non, il faut dire au public que les choses se préparent à l'avance, oui, on ne va pas comme ça à l'aventure. C'est un travail d'anticipation, il faut se préparer. Donc il y a toute une logistique de préparation avant le tournoi. Et donc j'y suis allé, et donc le coach m'a simplement dit tu regardes bien les terrains d'entraînement et terrains de match. À aucun moment il m'a parlé d'hôtel ou de. Lui, ce qui lui importe, c'est vraiment les pelouses, quoi. C'est l'hôtel, on a vu quelques images, comme on reste un hôtel très, très appréciable pour une équipe, surtout que l'équipe sera toute seule, elle occupera. Voilà, on sera à l'aise. Il y a eu aussi un travail d'anticipation à ce niveau. Je le confirme. Non, il y aura Chouka, parce qu'il a trouvé une place derrière la réception de l'hôtel. Et justement, ce sont les terrains d'entraînement qui sont apparemment dotés d'une pelouse lamentable, d'après la presse. Du moment que Zef, membre de la fédération qui se trouve actuellement en Guinée, apparemment c'est les terrains d'entraînement, c'est pas la pelouse principale des matchs, des stades, des grands stades. C'est un réplique. C'est les terrains répliques, ça aussi ça pose problème parce qu'il risque d'y avoir des blessures par exemple. Non, je pense que aussi bien pour la pelouse principale où va avoir lieu les matchs que les terrains d'entraînement, d'autres pelouses ont été installées. Le problème, je pense, c'est un problème de timing. Parce que les 4 équipes devront s'entraîner sur un seul terrain d'entraînement. Voilà, ça c'est la programmation des avoir les créneaux pour chaque pays. De toutes les manières, ça sera une canne un peu exceptionnelle. C'est pas on peut pas demander. Mais comme je le disais en préambule, les conditions sont les mêmes pour tous, donc il va falloir s'adapter. Ça sera le mot d'ordre de l'adaptation. On l'a vu les adversaires, cette présentation de Mohamed Abarkan. Est-ce qu'il y a eu des séances vidéo, des séances de visionnage des équipes, des matchs? Ici à Sidi Moussa avec l'équipe, quel match et quel enseignement, vous ne pouvez pas tout nous dire, hein, quelles impressions vous laissent ces équipes? De toute manière, quand le tirage a eu lieu déjà, Afrique du Sud, Ghana, Sénégal,
Direct, on est dans le vif du sujet, quoi. On sait qu'on joue le Ghana. C'était Bah, quoi tout la le monde réaction? connaît le Ghana. C'était quoi la... Oula. Bah, groupe difficile, certes. Maintenant, voilà, on n'aura pas de dire ah c'est un petit adversaire à sous-estimer, ils sont bons, ils sont prenables. Voilà, on sait que c'est le Ghana, on sait que c'est costaud, c'est athlétique. Voilà, on est prévenu. Les joueurs sont prévenus. Voilà, on est dans le tournoi. Quoi, en fait. C'est On est dans le votre tournoi. ancien adversaire, c'est le capitaine de l'Égypte, Aboutelika, qui a tiré. Il vous a dit un mot sur ça? Vous êtes rencontrés après? Ben, juste après le tirage, il est passé juste derrière moi. Il m'a serré la main, il m'a dit bonne chance. Il m'a dit pardon. J'ai dit c'est tout. Yazid, je voudrais plutôt poser une question, deux questions, ou l'une dans l'autre. Qu'est-ce que ça t'inspire, les propos d'Alain Giresse, lorsqu'il dit qu'il a concocté un plan spécial pour museler les attaquants algériens? C'est d'une part. Et qu'est-ce que ça t'inspire, le fait que le Sénégal ait remporté 2 victoires en match de préparation, l'un contre le Gabon, 1-0, et l'autre aujourd'hui contre la Guinée, 5-1. C'est bien, ça veut dire qu'ils sont en pleine confiance. C'est toujours bon de gagner avant un grand tournoi. Après, les matchs amicaux, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est pour se préparer. Après, c'est toujours intéressant de gagner, bien sûr. Hein. Quand on joue pour la gagne. Ensuite, qu'il a concocté un plan entier à attaque Algérie. Tout le monde a Anti-trio algérien. Anti-trio. Voilà. On ne jouera pas qu'à 3. On jouera pas à 3. Anti-BFM. On jouera pas à 3. Donc, on jouera à 11. Et Inch'Allah, de belle manière, on va faire le. Alors, on va presque arriver à la fin de l'émission pour enchaîner sur la question de Jamel. À votre époque, l'équipe de Mansouri, Ziani, Belhaj et consorts, je ne veux pas les oublier tous, parce qu'ils ont aussi écrit une partie de l'histoire, vous avez écrit une partie de l'histoire de l'équipe nationale, avait cette capacité de hausser son niveau de jeu face à un adversaire. L'Algérie jouait pas très bien face à de petites équipes, et on vous a vu face à l'Argentine, face au Brésil, face à la Côte d'Ivoire, rehausser, quand tu dis Côte d'Ivoire, ça me rappelle également d'autres joueurs qui ont marqué ce match. Est-ce que cette équipe a aussi cette capacité de tout de suite rehausser son niveau de jeu, accélérer? Est-ce que vous la sentez aussi comme ça, avoir cette qualité ou cette possibilité? Les qualités, oui, ils les ont, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils sont motivés, surtout ils ont conscience de la tâche. C'est vrai que tout le monde, en dehors, à l'extérieur, nous met favoris. Et ce costume de favori, il est gênant? Franchement. Gênant, oui, c'est toujours gênant parce que, voilà, favori, ça va à un moment, quoi. Je veux dire, il faut, si on sort d'un bon mondial, il va y avoir un tournoi qui va être très relevé, qui va être très difficile. Mais dites-le, c'est pas parce qu'on est passé en 8e de finale qu'on est obligé de remporter la CAN. Non, bien sûr que non. Mais après, c'est la qualité des joueurs qui fait que voilà, tout le monde nous met favoris. Mais les joueurs sont très sereins et acceptent. C'est plutôt flatteur pour eux même. C'est flatteur parce que voilà. Mais il faut assumer ce statut. Il faut l'assumer tout en restant humble. On arrive à la fin. Il y a une question chacun. Il y a un grand travail psychologique à faire pour faire baisser un petit peu. Tout à fait. Il faut rester humble. Humble. Ouais, l'humilité fait avancer et puis nous permet de garder les pieds sur terre. Sincèrement, Yazid, vous avez assez d'expérience pour un petit peu juger les forces des uns et des autres. Quel est l'adversaire qui vous fait le plus peur? Sincèrement, il n'y en a pas un en particulier. Ça va être 3 matchs complètement différents. Voilà. Le premier est toujours délicat parce que voilà, il permet de lancer le tournoi et voilà, on est dedans. Et si on gagne ce premier match, il nous met vraiment il nous lance dans la compétition. Donc moi, je dirais plus le premier match. Après, c'est pas l'adversaire, c'est le fait d'être le premier match qui va conditionner vraiment le reste du tournoi. Moi, je pense qu'on a peur de personne, sauf de notre équipe. Tout à fait. Il faut se concentrer, se focaliser sur nous, sur nos propres performances, notre niveau de jeu, savoir lever notre niveau de jeu, et c'est ça le plus important. Alors, Yazid, vous en avez fait des CAN, et on précise que pour le premier match, le 19 janvier, date qu'on attend tous, le match du Sénégal contre le Ghana, ce sera à 17h, et le match d'Algérie, ce sera à 20h. Et donc, le match de vos premiers adversaires,
ça sera avant notre match à nous. Ouais. Est-ce que comment allez-vous suivre cette rencontre et quel score aimeriez-vous voir par rapport à cette rencontre et est-ce que vous allez le regarder au lieu de préparer le match? Et est-ce que ça sera une petite pression pour le score? Est-ce qu'il pourrait être une petite pression pour le groupe? Non, non, parce que nous, on sera en pleine préparation de match, donc se focaliser sur ce match-là après, par la suite. Après, on va pas le regarder, on va plus demander le score que ouais, regarder. tout à fait, parce que je pense qu'on aura une séance d'entraînement dans la foulée, donc peut-être qu'on aura le temps de regarder peut-être une mi-temps, ou peut-être la totalité du match, donc tout dépendra de ce qu'on aura à faire sur le moment, mais quoi qu'il arrive, on le visionnera. Et quel serait le score idéal pour notre équipe? Bah, s'ils arrivent à se neutraliser, ça serait bien, qu'ils fassent un match nul et que qu'on l'on gagne, gagne. qu'on est premier au premier match. Voilà. Alors, dernière question, il reste 1 minute. On a parlé de l'équipe, on a parlé de Gourcuff, on a parlé des adversaires. Yazid, la CAN, toi, tu vas la vivre comment? Bonne question. Bah, comme j'ai dit, avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu sens que tu as un rôle à jouer et que tu vas faire? Je vais tout mettre en œuvre pour apporter tous les détails au coach. Je sais s'enrôler sur le terrain, il s'appuie beaucoup sur moi et il a besoin de moi pour être au contact des joueurs. Donc le plus important, ça reste les joueurs. Donc je pense avoir un rôle assez important dans cette partie. Vous l'avez joué, cette CAN, vous ne l'avez pas gagnée. Cette fois-ci, avec le groupe, si jamais on va au bout, vous aurez enfin gagné une Coupe d'Afrique des Nations. Ça compte pour vous? Complètement, mais ça ne sera pas en tant que joueur, ça sera de l'autre côté. Mais ça serait le sommet. Pas la même émotion, mais le même bonheur? Tout à fait. Pour l'Algérie, c'est... Merci beaucoup. Merci Yazid d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous souhaite bon voyage. Notre équipe sera à bord. Vous partez le 15, jeudi 15. Ouais. Direction la Guinée pour cette belle aventure qu'est la Coupe d'Afrique. On vous suivra pas à pas tous les soirs dans Yes Weekend. On espère faire la dernière émission, c'est-à-dire le 8 février, avec un match où il y a Algérie dedans. Merci Yazid, merci messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de votre fidélité. Yes Weekend, c'est tous les jours à partir de vendredi sur la chaîne du foot DATV. Bonsoir.